L'agent Patrick Stevenson a découvert un lynx roux en détresse près de Mill Creek. Mais l'animal n'était pas seulement blessé et affamé. Il gardait quelque chose. Serré contre son ventre se trouvait un sac de nourriture blanc sale, maintenu en place avec une force désespérée et tremblante. Après une capture tendue et prudente avec l'aide d'un agent de sauvetage de la faune, ils ont finalement réussi à maîtriser le lynx roux épuisé et à retirer le sac. Il refusait de céder. Ce n'était pas de la nourriture. Ce n'était pas des ordures. À l'intérieur de ce sac déchiré se trouvait quelque chose qui fit figer les deux agents d'horreur. Qu'est-ce qui pouvait pousser un animal sauvage à garder quelque chose au péril de sa vie? Quel secret avait été caché pendant 7 ans? Restez avec nous car ce qui a commencé comme un simple sauvetage d'animal sauvage se transforme rapidement en l'une des plus belles histoires de la faune que vous ayez jamais entendues. Avant de commencer, appuyez sur le bouton J'aime et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. C'était la première chose que l'agent Patrick Stevenson remarqua. Ce n'était pas le bruit habituel de sa patrouille matinale, ni le grondement du moteur de sa voiture de patrouille sur le bas-côté de gravier, ni le bavardage lointain de la rivière Dashes, ni le cri d'un faucon à queue rousse. C'était un son qui écorchait le calme de l'aube en Oregon. C'était un hurlement brut, guttural et répété. Pour ses oreilles fatiguées de 58 ans, cela ressemblait à quelque chose pris entre le cri d'un bébé et le combat désespéré d'un chat. Il était policier dans la petite ville de Pine Ridge depuis 30 ans. Il connaissait les gens, il connaissait les routes, et il connaissait les sons de la nature qui empiétaient sur leur vie paisible. Ce son venant du sentier du ruisseau juste devant était celui d'une misère pure et sans mélange. Patrick a garé sa voiture de patrouille, les pneus crissant sur les aiguilles de pun. Il a signalé sa position par radio, sa voix calme et habituée. Dispatch, ici Stevenson. Je suis au début du sentier de Mill Creek, juste après la 26. Je vais vérifier un... Ça ressemble à un animal en détresse. Code 1. Il a pris sa lampe de poche robuste, bien que la lumière du matin filtrait déjà à travers les immenses pignes ponderosa, et est sorti de la voiture. L'air était frais et vif avec l'odeur de terre humide. Le hurlement était plus fort maintenant, ponctué de sifflements furieux et déchirants. Département du shérif, a-t-il appelé, une habitude qui semblait absurde face à un animal. Il s'est avancé sur le sentier, ses bottes silencieuses sur la terre battue. Il a tourné un virage, épais de rhododendrons sauvages, et s'est arrêté net. Ce n'était pas un chien, ce n'était pas un coyote. À 10 mètres de lui, blotti dans un buisson d'herbe haute et décoloré par le soleil, se trouvait un lynx roux. C'était un jeune mâle, mais toujours une créature redoutable. Sa fourrure était emmêlée de bardane et de terre, ses oreilles touffues rabattues, son corps tacheté tendu comme la corde d'un arc, ses côtes apparaissaient légèrement, et ses yeux sauvages d'un jaune intense, étaient fixés sur lui, mais c'était le hurlement qui le retenait captif. L'animal laissait échapper ce terrible cri aigu et sanglotant, puis baissait la tête et sifflait. Pas vers lui, mais vers la chose qu'il gardait. Serré entre ses pattes avant, pressé contre son ventre, se trouvait un sac blanc sale et froissé. Cela ressemblait à un vieux et lourd sac d'aliments en plastique. Le lynx roux était drapé dessus, ses griffes profondément enfoncées dans le tissu, tout son corps un bouclier. Toutes les quelques secondes, il baissait la tête et frottait sa joue contre le sac, comme pour le réconforter, avant de reporter son regard sur Patrick et de laisser échapper un autre cri déchirant. Eh bien, eh bien, murmura Patrick, gardant sa main éloignée de son arme de service. Ce n'était pas un problème d'agression, c'était autre chose. C'était du désespoir. Il fit un pas lent en avant. Le lynx roux explosa, non pas vers lui, mais sur le sac. Il grogna, un son comme du papier de verre sur de l'os,
et enfonça ses griffes plus profondément, tirant si fort sur le sac qu'il se déchira légèrement. Il refusait de lâcher prise. Il gardait ce morceau de déchet au péril de sa vie. Patrick leva les mains, un geste apaisant qu'il savait que l'animal ne comprendrait pas. Doucement, mon gars, doucement maintenant. Je ne vais pas prendre ton quoi que ce soit. Il recula lentement, son cœur battant la chamade. C'était au-delà de ses compétences. Il était un policier municipal, habile à gérer les excès de vitesse et les disputes domestiques occasionnelles. C'était un travail pour quelqu'un d'autre. Il retourna à sa voiture de patrouille, le son des cris du lynx roux le suivant, plus frénétique maintenant qu'il avait perçu une menace. Il prit sa radio. Dispatch, contactez Sarah Jenkins de la pêche et faune. Nous avons une situation au sentier du ruisseau. Un jeune lynx roux semble en mauvaise condition et il a un otage, un sac blanc, et il ne veut pas le lâcher. 40 minutes plus tard, le camion vert de sauvetage et de la faune de Sarah Jenkins arriva. Sarah avait la moitié de l'âge de Patrick et 2 fois son énergie, une femme pragmatique avec l'esprit d'une biologiste et le cœur d'une réhabilitatrice. Elle sortit, enfilant déjà de épais gants doublés de Kevlar. « Bonjour, Pat. Qu'est-ce qui se passe? » demanda-t-elle, attrapant une longue perche de capture et une caisse de transport robuste. « Voyez par vous-même, » dit Patrick en la guidant sur le sentier. « Il pleure comme ça depuis tout ce temps. Il n'a pas bougé, il garde juste le sac. » Sarah s'arrêta là où Patrick s'était arrêté. Elle observa, ses yeux se déplaçant avec une rapidité professionnelle. « Un jeune d'1 an, » dit-elle doucement. « Mâle, maigre, probablement déshydraté. Et vous avez raison, c'est de la détresse, pure détresse. Et le sac, je n'ai jamais rien vu de tel, amie de Sarah. Mais regardez, dit-elle en pointant autour de son cou. Est-ce un collier? » Patrick plissa les yeux. Elle avait raison. Apparaissant à travers la fourrure emmêlée, il y avait une fine ligne sombre, un simple collier de cuir usé. « Ce n'est pas normal, dit Patrick. Un lynx roux avec un collier. Peut-être celui d'un chercheur, mais il n'avait pas d'émetteur. Non, cela ressemblait à un collier d'animal de compagnie. « Ça se complique, dit Sarah, son front se plissant. Il est habitué, ou du moins il l'était. Cela explique pourquoi il est si proche du sentier, mais pas pourquoi il est affamé ou pourquoi il garde ça. »« Alors, quel est le plan? » demanda Patrick. « Le même que d'habitude, juste plus délicat. Nous ne pouvons pas le laisser. Il est un danger pour les randonneurs et il ne prospère clairement pas. Il a besoin d'être capturé et évalué, mais il ne lâchera pas ce sac sans se battre. Et je ne veux pas le tranquilliser si je peux l'éviter. Son système est déjà stressé. » Elle décrocha la boucle de la perche de capture. « Pat, j'ai besoin que tu fasses la diversion. Tiens-toi à ma gauche. Parle-lui. Je vais essayer de venir de la droite. Quand je bouge vite. Dès que je l'ai à la perche, il faut que tu prennes ce sac. Il va se battre pour lui. Ne le laisse pas le garder. Il pourrait s'en mêler, le blesser, ou il pourrait te blesser en essayant de le garder. » Patrick hocha la tête, sa bouche sèche. Il ressentait une profonde et immense tristesse pour l'animal. C'était si humain, cet attachement désespéré à un objet sans valeur. « D'accord, mon gars, » dit Patrick, se déplaçant lentement vers la gauche, sa voix un grondement sourd. « Nous ne sommes pas ici pour te faire du mal, nous sommes juste ici pour t'aider. Tu as l'air d'avoir besoin d'un bon repas. » La tête du lynx roux se tourna brusquement entre eux, ses hurlements se transformant en grognements bas et menaçants. Son attention était entièrement portée sur les 2 humains, mais ses pattes ne quittèrent jamais le sac. « Maintenant, Sarah !» cria Patrick, feignant un pas en avant. Sarah bougea comme un serpent. En 2 enjambées rapides, elle était sur l'animal, la boucle de la perche de capture s'agitant. Le lynx roux tourna sur lui-même, sifflant, mais elle fut plus rapide.
La boucle passa par-dessus sa tête et son cou, et elle l'attendit. Le monde explosa en fureur féline. Le lynx roux se débattit, hurlant, roulant et se retournant, ses puissantes pattes arrière frappant. Sarah tint fermement, ses jointures blanchies, calant la perche contre sa hanche, éloignant les dents et les griffes de l'animal d'elle. « Le sac, Pat! Prends le sac! » cria-t-elle par-dessus le vacarme. Patrick s'approcha, le lynx roux le vit venir pour le sac et devint fou. Il s'élança, son corps heurtant l'extrémité du câble de la perche avec un bruit sourd et écœurant. Patrick saisit le plastique blanc. Il ne bougeait pas. Les griffes de l'animal étaient enfoncées comme des grappins. « Il ne lâchera pas !» cria Patrick. « Tire, il s'épuise !» Patrick planta ses pieds et tira d'un coup sec. Le sac se déchira, mais la prise du lynx roux tint bon. Il sentait la force désespérée et tremblante de l'animal. Avec une dernière torsion désespérée, Patrick arracha le sac. Au moment où il fut parti, le combat cessa. Comme si un fil avait été coupé, le lynx roux s'effondra sur l'herbe, sa poitrine se soulevant lourdement. Le cri qu'il laissa échapper n'était plus celui de la fureur, mais d'une perte pure et dévastatrice. C'était un son qui entrait le sommeil de Patrick Stevenson pendant des semaines. C'était le son de la toute dernière chose au monde qu'on lui enlevait. Épuisé et vaincu, il n'offrit plus aucune résistance tandis que Sarah le guidait doucement, à moitié traîné, à moitié porté, dans la caisse de transport et verrouillait la porte. Le silence soudain sur le sentier était assourdissant. Patrick et Sarah se tenaient là, respirant tous les deux lourdement. Dans la caisse, le lynx roux était étendu sur le flanc, ses yeux jaunes grands ouverts, fixant le vide. Patrick baissa les yeux sur le sac blanc sale dans sa main. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » dit Sarah, essuyant la sueur de son front. « Qu'est-ce qui pourrait être si important? » Patrick tira sur le cordon de serrage noué de boue. Il le dénoua et regarda à l'intérieur. Son sang se glaça. « Oh mon Dieu! » murmura-t-il. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » Sarah se plaça à ses côtés. Patrick ne répondit pas. Il plongea la main dans le sac et en sortit un petit collier de chat bleu effiloché, puis un rouge, puis un vert avec une minuscule clochette ternie. Il vida le sac et des dizaines d'entre eux se déversèrent sur les aiguilles de pin. Des colliers de chat usés, délavés et effilochés. Ils fixèrent la pile, sidérés de silence. C'était une petite montagne de minuscules souvenirs perdus. Sarah, le visage pâle, s'agenouilla. « Regardez, dit-elle, sa voix tremblante. Elle ramassa une petite étiquette métallique sur l'un des colliers. Elle était estampillée à la main. 01. Elle en ramassa une autre. 02. Patrick regarda de la pile de colliers au lynx roux dans la caisse. Il s'approcha et, aussi doucement qu'il le put, inclina la tête de l'animal pour regarder le collier qu'il portait. C'était un simple collier en cuir marron. Attachée à lui se trouvait une petite étiquette estampillée à la main. Elle indiquait 34. Ce n'était pas un halètement ni un cri. C'était un cri silencieux d'horreur et de compréhension partagée. Ce lynx roux ne gardait pas des ordures, il gardait des tombes. « Mais pourquoi? » dit Patrick, la voix rauque. « D'où les a-t-il eus? » Sarah examinait déjà les étiquettes. Elles sont toutes pareilles, numérotées et regardées au dos. Patrick en retourna une. Grossièrement estampillée sur le métal se trouvaient 2 initiales et une adresse. AF et Route 4, boîte C12. « Je connais cet endroit, » dit Patrick. Son cœur se serra. « C'est la maison d'Arthur Finnegan, juste à l'orée de la ville, bordant la forêt. L'homme aux chasses de la ville, dit Sarah. Aussi, je te demandais un maudit secret, son expression se durcissant avec une terrible prise de conscience naissante. Pat, Isai et Norman, je vais emmener le lynx roux au centre de rétention pour évaluation. Toi, va parler à M. Finnegan. Je pense qu'il a beaucoup de comptes à rendre.
Patrick conduisit jusqu'à la petite maison de la route 4. Le sac de collier était lourdement posé sur le siège passager. L'odeur qui s'en dégageait était faible, une odeur musquée, poussiéreuse, féline, l'odeur des années. La maison d'Arthur Finnegan était petite, propre et silencieuse. Le seul signe de ses habitants était la demi-douzaine de gamelles d'eau propres sur le porche et l'odeur faible, pas désagréable, de litière de granulés de pain pour chat. Patrick connaissait Arthur depuis des années, comme tout le monde se connaît dans une petite ville. Un homme tranquille, veuf, qui vivait reclus. Il était connu pour recueillir les animaux errants que personne d'autre ne voulait toucher. Les borgnes, les trois pattes, les vieux et les sauvages. Patrick frappa à la moustiquaire. Monsieur Finnegan, Arthur, c'est l'agent Stevenson. Un instant plus tard, la porte intérieure s'ouvrit. Arthur Finnegan se tenait là, un homme grand, d'une maigreur douloureuse, à la fin de la soixantaine, avec des yeux bleus doux et larmoyants, et un visage marqué par une vie d'inquiétude silencieuse. « Patrick, est-ce que tout va bien? »« Bonjour, Arthur. Puis-je entrer un instant? J'ai besoin de vous parler d'un animal. » Le visage d'Arthur pâlit. Il tint la moustiquaire ouverte. Bien sûr. La maison était immaculée. Quelques chats domestiques, un chat noir élégant, un tigré roux, observèrent Patrick depuis la sécurité d'un canapé avant de disparaître dans les pièces arrière. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Arthur, désignant un fauteuil usé. Patrick resta debout. Il ne pouvait se résoudre à s'asseoir confortablement. Il leva le sac d'aliments blancs. « Arthur, nous avons trouvé ceci près du sentier du ruisseau ce matin. » Les yeux d'Arthur se fixèrent sur le sac et tout son corps se raidit. Une main vola à sa bouche et un petit son étouffé lui échappa. « Oh, oh non, murmura-t-il. Vous l'avez trouvé. Est-ce qu'il va bien? Il est parti depuis 2 jours. Je pensais qu'il était parti pour de bon cette fois-ci. » « Il est en sécurité, Arthur, » dit Patrick doucement. « Mais il est un lynx roux et il gardait ce sac au péril de sa vie. » Patrick vida les colliers sur la table basse. Les petites clochettes tintèrent. Arthur Finnegan s'enfonça dans son fauteuil, le visage dans les mains. Il commença à pleurer, non pas bruyamment, mais avec les profonds sanglots déchirants d'un homme qui avait gardé un secret trop longtemps. « Je n'ai jamais voulu, » murmura-t-il, la voix étouffée. « Je le jure, Patrick, je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Patrick s'assit en face de lui. « Dites-moi, Arthur, dites-moi ce qui s'est passé. » Arthur prit un long soupir tremblant et essuya ses yeux sur sa manche de flanelle. Ça doit faire 7 ans maintenant. Juste après le décès de ma Mary, la maison était si vide. J'ai commencé, vous savez, à recueillir les errants, ceux de l'animalerie, ceux abandonnés à la décharge. Cela me donnait un but. Il regarda la pile de colliers, son regard lointain. Une nuit, il y a eu une terrible tempête, un orage de printemps. Je l'ai entendu près de la pile de bois. C'était une portée. 4 d'entre eux. Leur mère avait été renversée sur la route. Il marqua une pause, se ressaisissant. Je les ai ramenés. Ils étaient si petits, leurs yeux à peine ouverts. Je les ai nourris au biberon. 3 étaient juste, vous savez, déstégrés. Mais le 4e, il était différent. Il était tacheté. Et il avait ces drôles de petits touffes sur ses oreilles. Et ses pattes, mon Dieu, ses pattes étaient si grandes. Je suis un vieil homme, Patrick. Je ne suis pas un imbécile, mais je pense que je voulais être dupé. Je me suis dit qu'il était un croisement de Maine Coon. Quelque chose exotique que quelqu'un avait abandonné. C'était juste un chaton, une petite chose sans défense. Qu'étais-je censé faire? Le laisser? Alors vous l'avez élevé? Dit Patrick, sa voix douce. Je l'ai élevé, acquiesça Arthur. Je l'ai appelé Boots. Il a grandi aux côtés des autres. Il pensait qu'il était un chat, Patrick.
Il le croyait vraiment. Il dormait en tas avec les autres. Il essayait de ronronner ce profond grondement. Il se frottait contre mes jambes pour le petit déjeuner. Il, il était mon garçon. Et les colliers, Arthur? Patrick désigna la table. Arthur tendit la main et toucha un petit rouge. Ma boîte à souvenirs, quand l'un d'eux décède, c'est la partie la plus difficile, vous savez. Ils ne vivent pas assez longtemps. Je, je ne peux pas me résoudre à les jeter. Alors, je garde leur collier, un petit, un petit morceau d'eux. Je les mets dans ce vieux sac d'aliments. C'est toutes deux. Tous ceux que j'ai aimés est perdu. Il est sur le porche arrière. Il leva les yeux, ses yeux bleus noyés de larmes. Boots, il était toujours différent. Il savait. Il s'asseyait avec moi quand l'un d'eux était malade. Il regardait juste. Et quand ils étaient partis, il faisait son deuil. Il arpentait. Il pleurait. Il comprenait. Un déclic se produisit dans l'esprit de Patrick. « Arthur, avez-vous perdu un animal récemment? » Le visage d'Arthur se froissa à nouveau. « La semaine dernière, ma Patches, une vieille calico, elle était l'une des premières. Elle était avec moi depuis 15 ans. Elle et Boots, ils étaient inséparables. C'est elle qui l'a materné quand il était chaton. Ils dormaient ensemble chaque nuit. Elle est décédée dans son sommeil juste à côté de lui. Maintenant, tout prenait sens, la terrible et déchirante vérité. Je l'ai enterrée près du vieux chêne, continua Arthur, sa voix à peine audible. Et Boots, il n'allait pas bien. Il ne mangeait pas. Il arpentait la maison en hurlant ce même son que vous avez dû entendre. Il allait sur le porche arrière et s'asseyait juste, fixant le sac. Il savait. Il savait qu'elle était là, qu'ils y étaient tous. Il y a 2 jours, murmura Arthur, je me suis réveillé et il était parti. Et le sac était parti avec lui. Il n'a pas juste fui, Patrick. Il a emporté sa famille avec lui. Il cherchait Patches. Il s'accrochait à la seule chose qu'il lui restait d'elle, d'eux tous. Patrick Stevenson, un vétéran de 30 ans de la force, un homme qui avait vu le pire chez les gens, sentit une larme tracer une ligne sur sa propre joue burinée. Il tendit doucement la main et posa sa main sur l'épaule du vieil homme. Sarah Jenkins les rencontra au centre de rétention. Elle avait écouté l'histoire de Patrick au téléphone, sa voix étranglée par l'émotion. Quand Arthur sortit de la voiture de patrouille, elle ne le traita pas comme un homme qui avait enfreint la loi en hébergeant un animal sauvage. Elle le traita comme un homme en deuil. « Monsieur Finnegan, dit-elle doucement, il est ici, il est en sécurité, il dort. » Le vétérinaire lui a donné un léger sédatif et des fluides. Il était épuisé, complètement vidé. Elle le conduisit dans une pièce calme et climatisée. Là, dans un grand enclos de récupération, se trouvait le lynx roux. Il dormait sur une couverture douce, sa respiration profonde et régulière. Il paraissait plus petit, plus vulnérable, sans sa fureur sauvage. « Il est magnifique, n'est-ce pas? » dit Arthur, sa main sur le grillage. « Il a toujours été si beau. »« Arthur Starrer, » dit Sarah, sa voix douce mais ferme, « nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. Vous savez qu'il ne peut pas revenir chez vous. » Arthur ne quitta pas des yeux l'animal endormi. « J'ai su que ce jour allait arriver depuis 7 ans, ma chère. Chaque fois qu'il regardait un cerf dans le jardin, chaque fois qu'il faisait ce petit bruit de reniflement, je savais que ce n'était pas un chat. J'étais juste un vieil homme solitaire qui était égoïste. Je ne voulais pas qu'il soit seul, et je ne voulais pas être seul. Vous lui avez donné 7 ans d'amour qu'il n'aurait jamais eu, dit Sarah. Il serait mort dans cette tempête. Vous l'avez sauvé, Arthur. Mais maintenant, nous devons le sauver à nouveau. Il ne peut pas être euthanasié. La voix d'Arthur craqua.
Absolument pas, dit Sarah, la voix féroce. Non, il n'est pas agressif. Il est confus. Il est imprégné. Il ne peut pas être relâché dans la nature. Il ne survivrait pas. Mais je connais un endroit merveilleux, un sanctuaire de faune sauvage agréé dans le haut désert. Ce n'est pas un zoo. C'est, c'est un foyer pour des animaux comme lui. Ceux qui sont pris entre deux mondes. Il aura de l'espace. Il aura des hectares pour errer dans un enclos naturel. Il, il verra d'autres de son espèce. Il pourra, il pourra enfin apprendre à être un lynx roux. Arthur se tourna finalement, ses yeux cherchant les siens. Sera-t-il heureux? Il sera pris en charge, dit Bossera. Il sera en sécurité et il sera compris. Je pense, je pense que c'est le mieux que nous puissions faire pour lui. Arthur Finnegan hocha la tête d'un seul geste lent et douloureux. D'accord, d'accord, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour lui. Il eut une dernière requête. Il prit le sac de collier des mains de Patrick. Il s'approcha de l'enclos et déposa le sac juste à l'intérieur du grillage, près de la tête de l'animal endormi. Juste pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, murmura-t-il, jusqu'à ce qu'il y arrive. Une semaine passa, une longue semaine silencieuse. La maison d'Arthur se sentait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Sarah avait appelé pour dire que le lynx roux, que le sanctuaire avait simplement nommé numéro 34, était arrivé en toute sécurité et s'installait dans son enclos de quarantaine. Puis, un mardi matin clair et froid, le camion vert de Sarah s'arrêta dans son allée. « Il est prêt pour une visite, Arthur, » dit-elle en souriant. « Si vous êtes prêt à faire la route. » Le trajet durait 2 heures jusqu'au haut désert, une terre de genévriers, de sauges et de vastes cieux ouverts. Le sanctuaire était caché, une série d'immenses enclos grillagés qui se fondaient harmonieusement dans le paysage rocheux. C'était calme, paisible. La directrice, une femme nommée Dr. Eva Rostova, les rencontra. « Il est dans son enclos principal maintenant, » dit-elle en serrant la main d'Arthur. « Il est remarquable, très prudent, très doux, et il est fasciné par les autres lynx roux dans les enclos voisins. » Elle les guida sur un chemin vers un enclos qui devait faire 3 acres, rempli de rochers, de genévriers centenaires et de taches de soleil. Au début, Arthur ne le vit pas. « Il est sur le rocher élevé », indiqua le Dokotova, son endroit préféré. Et qu'il était là, il était magnifique. Sa fourrure, propre et caressée par le vent, était épaisse et brillante. Ses muscles étaient secs. Il avait l'air sauvage. Il avait l'air d'être à sa place. Arthur s'approcha lentement de la clôture. Il n'appela pas Boots. Ce nom était pour un autre animal, une autre vie. Il se tint juste là et observa. Pendant une longue minute, le lynx roux ne bougea pas. Il regardait le désert. Puis ses oreilles touffues pivotèrent. Il tourna la tête. Il regarda en bas. Il vit le vieil homme debout près de la clôture. Il se leva, non pas en alarme, mais en reconnaissance. Il était à 100 mètres. Lentement, délibérément, le lynx roux commença à marcher. Il se déplaça avec une grâce vivante et puissante qu'Arthur n'avait jamais vue sur son porche arrière. Il ne courut pas. Il vint juste. Il s'arrêta à 30 centimètres de la clôture, ses yeux jaunes se fixant sur les yeux bleus d'Arthur. Il n'était plus un animal confus et en deuil. C'était un lynx roux, confiant, calme. « Bonjour, mon gars », murmura Arthur, sa main posée sur le grillage. Le lynx roux le regarda. Il ne fit aucun bruit pendant un long moment. Puis il laissa échapper un petit grognement doux et bas. C'était le son qu'il faisait il y a toutes ces années quand il voulait son petit déjeuner. Il s'avança jusqu'à la clôture. Il tourna la tête et, pendant une brève seconde parfaite, pressa son large front contre le fil juste là où se trouvaient les doigts d'Arthur. Ce n'était pas un coup de tête de chat, c'était un geste, un signe de reconnaissance tranquille, conscient et d'adieu. Puis il recula.
Il regarda Arthur une seconde de plus, se tourna, et d'un bond puissant et sans effort, il sauta sur la paroi rocheuse, disparaissant par le haut. Arthur Finnegan se tenait là, les larmes coulant sur son visage. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. Sarah posa sa main sur son épaule. « Il va bien », murmura Arthur, ses yeux fixés sur le rocher vide. « Il est chez lui. Il est enfin chez lui. » Il recula de la clôture, jetant un dernier regard sur l'espace sauvage et magnifique qui contenait désormais un morceau de son cœur. Il avait perdu son étrange chat sauvage, mais il lui avait enfin vraiment donné la seule chose que son amour n'aurait jamais pu, le monde.